Après ce clin d'œil à notre partenaire, mesdames et messieurs, c'est le moment de vous informer, c'est le moment de prendre le pouls de l'actualité. Nous allons du côté de Yaoundé, comme habituellement, à la rencontre, bien évidemment, de Ghislain Pierre-Essonneau, qui est déjà en place pour cette livraison de ce mercredi 24 février 2021. Ah oui, très élégant, comme à son habitude, notre très cher GPE pour la première partie de la revue de presse à qui on dit bonjour et surtout bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour également à vous Fidjil. Effectivement, je vous accueille comme de tradition le cœur enflammé de joie. Bienvenue donc à vous dans la cité capitale camerounaise Yaoundé. Je vous accueille comme je le fais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse. En tout cas, c'est le Made in Yaoundé pour commencer, puisque tout à l'heure, nous serons en connexion avec Marc Tiptio du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. On va commencer par l'autoroute Yaoundé-Nsimalen qui devait peser 154 milliards de francs CFA pour une distance, rappelons-le, de 20 km, soit elle était censée être livrée, cette autoroute-là, en 2017, et nous sommes, rappelons-le également, en 2021. 4 ans après, le chantier piétine, bien que les 10 premiers kilomètres aient été livrés déjà, des retards énormes qu'accuse l'exécution de travaux et qui interpellent et qui impactent d'ailleurs sur le quotidien des populations riveraines. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, nous propose ce matin une illustration dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, l'un des plus grands arrondissements en termes justement de division administrative au Cameroun. En tout cas, pour ce qui est de la capitale camerounaise, c'est le plus grand arrondissement. Dans cet arrondissement-là, qui est donc traversé par l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, il y a comme une vie qui tourne au ralenti à propos de ces riverains, à propos justement de ces populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. Faut-il avancer? Faut-il reculer? Faut-il prendre des initiatives ou non? Question de s'impose justement le nouvel arrivant en kiosque ce jour traite effectivement de ce retour. Le retour de la poliomyélite, tout en force dans la capitale camerounaise. On la croyait vaincue, mais cela s'avère vain. Elle tient à côtoyer la Covid-19, dont la lutte ne dépend pas seulement des pouvoirs publics au Cameroun. Elle concerne tout le grand concert de la communauté nationale et même la communauté internationale. Aussi, l'œil du Sahel conduit-il à se saisir un peu des metteurs de forte en provenance de Menganga dans le département du Mbéré. Nous sommes dans la région de la Damawa, château du Cameroun. Là-bas, des personnes qui et le gouvernement de la République du Cameroun, que dont les personnes ne respectant pas ces mesures barrières sont traquées et interpellées. Cela s'appelle ne pas rendre leur application facultative du côté de Menganga. Et si le du Sahel en parle ce matin, c'est probablement pour en tirer bénéfice et pouvoir ainsi éduquer l'ensemble des Camerounais à pouvoir s'approprier davantage. La maladie court toujours. Il faut davantage s'approprier les mesures barrières qui sont édictées, je l'ai indiqué tantôt par l'OMS et aussi le gouvernement de la République du Cameroun. Éco-Santé en kiosque ce matin signale dans le même temps ces équipements mis à la disposition de certains hôpitaux camerounais par le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique. Ce sont 15 ambulances médicalisées qui ont été acquises par le ministre de la santé publique Malachi Manaouda pour les besoins de la cause en faveur de la communauté camerounaise. Signale ainsi Éco-Santé en kiosque. Et à propos de la communauté nationale, laquelle fait déjà le bilan justement des premiers 360 jours du bail des exécutifs communaux depuis qu'ils ont été élus il y a un an maintenant. Le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune y a pensé ce matin et dresse un peu le bilan de ces 360 premiers jours des maires et de leurs adjoints qui ont été élus il y a un an. Des clichés qui sont proposés par Cameroun Tribune ce matin. Question de voir ce qui a changé dans le travail des maires dans un contexte de décentralisation à implémenter sur le terrain. Il est clair qu'il y a eu changement de paradigme, mais le cas de détresse reste on ne peut plus global, celui par lequel les maires et leurs adjoints
crie toujours à ce qu'on transfère effectivement et immédiatement les compétences, aussi bien au plan des ressources humaines qu'au plan des ressources financières. Tel ne semble pas manifestement encore le cas, crient ainsi les maires en termes de ras-le-bol. Dans les transports et l'économie routière maintenant, Cameroun Tribune, toujours lui, qui porte ce matin une bonne nouvelle. Après le rétablissement du corridor Douala-N'Djamena, voici la renaissance de Douala-Bangui en République centrafricaine. On y est parvenu, pas par la force, mais par la force des choses. Désormais donc, il sera procédé à des voyages par convoi. Ceux-ci seront encadrés par la mission des Nations Unies à Printemps de Cameroun Tribune. C'est d'ailleurs le résultat à tout le moins palpable auquel sont parvenus les ministres centrafricains des Transports et de l'Aviation civile et le ministre camerounais en charge des Transports, j'ai nommé Jean-Ernest Masséna Hubert. On le voit avec le journal L'Élite, lui aussi traitant de ce rétablissement du corridor Douala-Bangui, d'une part, et d'autre part, Douala-N'Djamena. On le voit donc, la paix est de retour sur les corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui. Il n'y a plus d'obstruction sur ces deux voies vitales pour les économies de ces trois pays, à savoir le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine, dont la capitale effectivement est Bangui. Il fallait le faire avec assurance. À l'instar de Paul Atangandji, le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale, qui réceptionnait hier du côté de Bafout les locaux nouvellement construits. Question d'abriter les services publics qui avaient donc volé en fumée du fait des actes terroristes. Eh bien, les travaux ont été réalisés, rappelons-le, par le vaillant Billet. Réalité en parle aussi avec fierté ce matin dans le sens de la restauration de l'autorité de l'État dans une zone jadis prise en otage par des associations de malfaiteurs. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant ici même à Yaoundé, est en kiosque. Le journal s'en félicite. C'est d'autant plus que le MINAT, le ministre en charge de l'administration territoriale, a bravé les a priori. Bafout, où il était hier, était considéré par le passé comme étant dans le département de la Mézam, un fief dont des Amba Boys, que dont le ministre a bravé cet état des choses. Question d'affirmer ainsi en bombant le torse que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pour parler, je l'ai tantôt indiqué, de la restauration de l'autorité de l'État dans ce département de la Mézam. Nous sommes dans l'un des départements de la région du nord-ouest camerounais. Il a fallu pour cela une symbiose légitime entre les différentes administrations publiques camerounaises. C'est ce que le soir, ce matin, vous le voyez en une principale, retient de ce coup un coup d'autorité publique. Eh bien, il faut bien dire que c'est cette autorité qui demande et qui continue d'ailleurs de demander aux populations, notamment camerounaises, à jouer leur partition pour finalement en finir avec le terrorisme aussi bien dans le nord-ouest que le sud-ouest camerounais. Et ceci peut s'apparenter au terrorisme pour parler ainsi de ce cas de cambriolage dans une structure de Yaoundé. En tout cas, c'est un cabinet d'expertise et d'analyse des faits de corruption qui a donc été cambriolé. C'est l'objet de la deuxième une justement du quotidien Le Soir ce matin. Le Soir qui fait dire que Asus Relac a reçu la visite des délinquants intéressés par des protocoles d'audition, des documents qui portent sur la dénonciation des cas graves de prévarication de la fortune publique. C'est donc une affaire à suivre avec le journal Le Soir, édition de ce jour. À suivre aussi le cas de ce réseau illégal, mais surtout dangereux, des siphonnages des bouteilles de gaz du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Et bien les services du ministère du Commerce et des forces de maintien de l'ordre et de sécurité qui ont donc découvert un réseau de faux sur 6 000, tenez-vous tranquille, 6 000 bouteilles de gaz. On dirait pas une réalité au Cameroun, mais c'est bien le cas. Renseigne justement le quotidien Émergence dans sa livraison du jour. Diapason, c'est le journal de François Mboké. Le journal est en mode séduction ce matin et l'auteur, c'est bien entendu le Cameroun tout entier qui a donc écrit des belles et bonnes phrases pour que l'UNESCO succombe. Et l'UNESCO a succombé parce que justement en octroyant des facilités à l'État du Cameroun, c'est là en faveur de la qualité des projets qui ont été présentés. Renseigne encore le journal Diapason. Info Matin de Dieu de 9h parle ce matin lui aussi développement intégral du Cameroun. Il observe cependant que le Grand Sud, qui est constitué de 3 régions, le centre, l'Est et le Sud proprement dit, eh bien que ces 3 régions-là sont simplement marginalisées dans les 3 domaines de l'élevage, de l'agriculture et de la protection de l'environnement. En tout cas, les 3 membres du gouvernement concernés sont accusés par le journal Info Matin ce matin de ne se concentrer et de ne concentrer les projets que pour le compte de leur région,
en tout cas pour le compte des régions dont ils sont originaires. On va rester dans la région du Sud Cameroun avec une fenêtre sur cet universitaire originaire de la vallée du Thème, région du Sud Cameroun. Il s'appelle René Joly Asako Asoko. Il est professeur, c'est d'ailleurs l'un des vice-recteurs à l'université de Douala et il est à ce poste depuis 2017, géographe et homme d'action. Il épouse d'ailleurs l'idée du renouveau, pour parler ainsi de Paul Biya, par l'enseignement et par les livres qu'il commet au quotidien. On en est à une dizaine aujourd'hui. Portrait géant du professeur René Joly Asako Asoko, c'est donc dans les carnets du journal et Regard du Monde, également en kiosque ce jour. Un mot avec le journal Essingan, lui aussi paru ce matin, parlant de la chasse aux sorcières au sein de l'administration pénitentiaire. Les sorciers seraient bêtis si l'on s'en tient au journal Essingan. Le chasseur serait Jérôme Do, secrétaire d'État auprès du ministre camerounais en charge de la justice, garde des Sceaux, j'ai nommé Laurent Esso. Eh bien, il est précisément chargé de l'administration pénitentiaire. Loin de ces terres socio-linguistiques, cap à présent sur la région de l'Ouest Cameroun avec Ouest Echo précisément, qui donne vie au dire de Sa Majesté Choupé David, le chef supérieur Banja, qui parle, se prononce ainsi dans les colonnes du journal ce matin. Il parle à partir de son lit d'hôpital et cela en toute confidentialité, pour parler de tous les sujets qui intéressent l'autorité traditionnelle. Rien de confident pour le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, manifestement sur la route d'un congrès, ainsi que l'a annoncé un certain nombre de confrères hier. L'action, le journal du comité central de cette formation politique, ne le dit pas, mais évoque les potentiels enjeux du parti. D'ici à là, en premier, il y a le renouvellement des organes de base et autres dirigeants. Avant la lettre, le journal se félicite d'ailleurs de la symphonie qui s'observe dans le travail en commun entre OFRDPC, OJRDPC et RDPC. Cela n'est toujours pas donné d'office. Dans le sport ce matin, réfère le journal de fait Richard Touna Ombe, repère qui s'inquiète du silence qui a été réservé à la parole présidentielle depuis le 10 février dernier à l'occasion de cette adresse à la jeunesse particulièrement. Eh bien, Paul Biya demandait que les acteurs du football se ressaisissent et que le championnat soit relancé par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, à l'occasion d'un courrier adressé au ministre des Sports et de l'Éducation physique de la part du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Mais apparemment, le ministre des Sports et de l'Éducation physique l'a entendu, ne l'a pas complètement compris. La preuve, les championnats n'ont toujours pas été relancés, que ce soit la D1 ou encore la D2. New Star est en kiosque. Le journal en est à se demander quels sont les comptes à demander cette fois-là à Ferdinand Ngongo. C'est à propos de 55 milliards de francs CFA qui font d'ailleurs couler beaucoup d'encre et de salive depuis pratiquement 2 semaines maintenant au Cameroun. Cette fois, le sujet est amené par les élus de la nation, les députés en l'occurrence. Un, François Biba est du PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale, et l'autre, Jean-Michel Nietzsche du SDF, le Social Democratic Front. Tous pour un et contre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Ils refusent ce qu'ils appellent le Wandakistan, c'est-à-dire un pays de maquettes ou des chantiers, sinon trop lents, du moins qui ont été abandonnés. Voilà le cri d'alarme et ils n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin pour parler ainsi de cette action qui a été engagée par les 2 élus de la nation, l'un étant du PCRN et l'autre du SDF. Revue de presse, Made in Yaoundé stoppe enfin le cœur enflammé de joie. Je vous propose de nous rendre à présent du côté de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Chipkio, qui est déjà en place du côté de Douala, à qui je m'en vais passer le pouvoir pour le relais, la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue à Douala, la suite dans la métropole économique du Cameroun avec la nouvelle expression qui nous parle de politique à sa une ce matin, avec la société civile qui s'exprime au sujet de ce projet de modification du code électoral, notamment avec cette correspondance du directeur général des élections aux responsables régionaux d'élections Cameroun, correspondance dans laquelle Eric Essoussé demande aux responsables régionaux de lui
faire part des propositions relatives à la modification du code électoral au Cameroun. La société civile, à travers un expert des questions électorales et porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie, Hilaire Kamga, dit non à cet amendement et oui à la construction consensuelle d'un code électoral. Il note par exemple que l'initiative présente est juridiquement irrecevable en indiquant que l'organe de gestion des élections, qu'est Elecam, n'a pas compétence pour proposer des amendements sur la loi électorale. Cette assertion est encore plus stricte, écrit-il, lorsqu'il s'agit de la direction générale des élections dont la mission s'arrête à la gestion de l'ensemble du processus électoral conformément à la loi électorale existante au Cameroun. Il parle également d'une démarche politiquement dangereuse et pour conclure, il appelle le président de la République à mettre en place une commission d'experts pluriacteurs chargée de préparer un projet de code électoral et ce n'est que par là que l'on s'en sortira avec un code consensuel accepté par tous, écrit Hilaire Kamga, dont la correspondance est entièrement publiée par la Nouvelle Expression ce matin. L'insécurité qui gagne du terrain à Douala préoccupe le gouverneur de la région du littoral qui pointe du doigt des étrangers. Le gouverneur met en garde tout originaire d'un pays ami du Cameroun qui sera désormais cité dans les actes de braquage et d'incivisme partant des conducteurs de moto. Le patron du littoral, Dieudonné Iva Diboa, a indiqué que tout étranger qui sera désormais formellement identifié comme auteur d'agression, braquage et d'autres délits graves sera simplement envoyé dans son pays d'origine à bord d'une pirogue, écrit la Nouvelle Expression. Cette mesure fait suite à un constat selon lequel les agressions, braquages à moto devenus fréquents à Douala sont dans la majeure partie des cas perpétrés par ces étrangers. Si le gouverneur n'a pas particulièrement indexé une communauté, des responsables de syndicats de conducteurs de moto, eux, sont plus disers et s'expriment, donnent également certaines nationalités de personnes qui seraient donc identifiées comme des braqueurs qui se sont engouffrés dans le secteur des conducteurs de mototaxi. On parle plus de 300 000 conducteurs de mototaxi à Douala et il faut absolument plus de 300 000 conducteurs de mototaxi à Douala qui sont des étrangers. Il faut absolument mettre de l'ordre et la sonnette d'alarme a donc été tirée par Samuel Dieudonné Iva Diboa, le gouverneur de la région du littoral, écrit Le Messager. Et les obsèques de maître Charles Tchakounte Patié qui peuvent désormais avoir lieu. Le barreau lève son veto sur les hommages judiciaires du bâtonnier. Ces hommages judiciaires au bâtonnier Charles Tchakounte Patié vont finalement se tenir sur l'esplanade du palais de justice de Yaoundé, écrit la Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le Messager est également paru ce mercredi, le Messager qui parle du remaniement ministériel tant annoncé au Cameroun, mais qui tarde à venir. Mais qu'est-ce qui bloquerait ce remaniement annoncé depuis plusieurs mois maintenant? Le journal parle de la difficulté pour le président de la République à former ce gouvernement. Le cœur de la difficulté serait donc, selon le Messager, de récompenser les efforts des uns et des autres au cours de des divers scrutins qui se sont déroulés au Cameroun ces derniers mois. Et si dans la globalité, écrit le journal, le parti présidentiel a raflé la mise, il y a qu'en toile de fond, dans les différentes circonscriptions, de nouvelles forces ont émergé dans la dynamique de victoire du RDPC. Ces jeunes loups aux dents longues piaffent évidemment d'impatience, comme à la sortie de chaque élection, d'être récompensés au plus haut niveau de la hiérarchie, qui pour tous signifie entrer au gouvernement. Le temps que prend le président de la République, et il est d'ailleurs coutumier des faits, relève le journal, peut-il être perçu comme une complexité à concilier l'efficacité gouvernementale à venir et la volonté politique de distribuer à la ronde les Marocains? Question dans le cœur du journal Le Messager ce jour, et qui propose d'ailleurs des astuces pour réduire la taille du gouvernement jugé obèse. Pour réduire la taille des ministères, il conviendrait de faire un rapprochement en fonction de l'objet des portefeuilles ministériels. Le journal cite par exemple 5 pôles où des ministères peuvent être tout simplement regroupés pour diminuer la taille du gouvernement jugé pléthorique en ce moment en comparaison à d'autres pays africains, écrit Le Messager. Le pied de une du journal parle de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun et le ministre de la Santé publique qui se prépare au pire, écrit le journal.
Manaouda Malachi s'est réuni le 22 février dernier avec d'autres acteurs de la santé au centre de coordination des opérations d'urgence de santé en vue d'anticiper sur l'incident du Covid-19 au cas où la situation s'aggrave dans notre pays. Au soir du 18 février, la situation épidémiologique dressée par le ministre de la Santé publique indiquait que le Cameroun compte plus de 33 000 cas positifs sur 31 000 cas guéris, un peu plus, 523 décès enregistrés à ce jour. Plus de 2200 cas actifs et 38 sous oxygène, soit 93% de taux de guérison, certes, mais 1,5% de taux de létalité, 1,6% du taux de sévérité, 5% du taux d'occupation des lits au Cameroun. Considérant que les chiffres vont croissant, le ministre de la Santé publique a fait 2 tweets en semaine pour appeler les Camerounais à plus de responsabilité. L'heure est au respect des mesures barrières, au port du masque systématique en attendant un éventuel vaccin pour barrer la voie à la propagation de ce virus dans notre pays, indique le messager en kiosque. Aujourd'hui, l'œil du Sahel parle aussi de cette lutte contre le Covid-19 et la région de l'Adamawa, notamment Meganga, la ville de Meganga qui lève justement le ton dans la lutte contre le non-respect des mesures barrières. Les réfractaires seront désormais interpellés. Décision du sous-préfet de l'arrondissement de Meganga. Depuis le 23 février, depuis hier, donc des patrouilles sillonnent la ville pour interpeller ses détracteurs. Les personnes prises en flagrant délit de défaut de port du masque seront interpellées et conduites au commissariat de sécurité publique et à la brigade de gendarmerie nationale. L'autorité le précise dans un communiqué rendu public, et de même tous les services qui n'auront pas un seau d'eau et du savon à leur entrée seront fermés et sanctionnés. D'ailleurs, des descentes sur le terrain avec les forces de maintien de l'ordre ont lieu depuis hier dans les marchés, débits de boissons, hôtels, restaurants, gares routières, chefferies, quartiers, services publics et parapublics. Et selon le docteur Mohamedou Bakari, chef du district de santé de la localité, la situation épidémiologique fait désormais état de 80 cas positifs, 48 actifs, 5 personnels de santé infectés et 1 décès. Une raison suffisante justement pour lancer la lutte contre ces réfractaires au respect des mesures barrières. Et à noter également qu'à côté de cette campagne, effectivement, les équipes procèdent à la sensibilisation et causerie éducative dans tout lieu de regroupement, à la formation d'environ 125 agents de santé communautaire pour la surveillance communautaire, à la recherche active des cas et au suivi des cas contacts, des mesures prises sur place pour barrer la voie à la propagation du virus. Le sport intéresse également l'œil du Sahel qui parle de Coton Sport de Garoua qui accède à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Grâce à cette qualification, les cotonculteurs vont empocher près de 137 millions de francs CFA. Les détails à lire en page 12 de l'œil du Sahel ce jour. Info Matin justement parle de projets de développement au Cameroun et pointe du doigt 3 ministres accusés de favoritisme en faveur des régions des régions septentrionales du Cameroun, en abandon total de la région du sud du Cameroun, le Grand Sud donc du Grand Sud précisément, abandonné au détriment des 3 régions septentrionales du Cameroun, écrit le journal. La chose n'attire pas a priori l'attention des observateurs de l'activité gouvernementale et pourtant, écrit le journal, depuis quelques années, ces 3 membres du gouvernement se caractérisent par leur propension à favoriser le développement des régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord dont ils sont issus. Si au départ ils entouraient leur manœuvre d'une certaine subtilité, désormais ils démontrent, à découvert leur haut sens de favoritisme, dénonce le journal. Leur discrimination territoriale concerne les projets et budgets des départements dont ils ont la charge. De même, leurs appels de fonds en direction des partenaires au développement visent en grande partie les réalisations dans le septentrion, et cette tendance au népotisme régional, écrit le journal, n'épargne aucun secteur des domaines dont
ils ont la charge. Écrit donc le journal Info Matin en kiosque ce jour, qui a son pied de une, parle aussi de cette campagne de promotion du Made in Cameroun. Bientôt une vitrine permanente d'exposition, de vente des produits au Cameroun. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangana, lors de l'inauguration de la deuxième boutique Madika Shops à Yaoundé. Promouvoir le Made in Cameroun reste donc le credo porté par le ministre du Commerce. Et il a d'ailleurs réitéré il y a quelques jours à Yaoundé. Écrit le journal Info Matin. De l'économie avec la lettre de la bourse également en kiosque ce jour, qui nous parle de la Société métropolitaine d'investissement de Douala. Beaucoup se posaient la question de savoir qu'est devenue cette société qui a donc été créée à Douala. Un administrateur provisoire vient donc d'être nommé en sapeur-pompier, écrit le journal à la tête de cette structure, la Société métropolitaine d'investissement de Douala, désormais donc sous administration provisoire, par ordonnance du 12 février dernier du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, statuant en référé d'heure en heure. M. Ndjo Francis Maurice, expert comptable agréé assermenté, a été désigné administrateur provisoire de la Société métropolitaine d'investissement de Douala. À la suite de sa désignation, l'administrateur provisoire de la SMID a rendu public un communiqué dont le journal La Lettre de la Bourse nous livre quelques extraits dans ses colonnes de ce jour. Et le pied de une de ce même journal nous parle justement du marché des titres publics au Cameroun. Comment se porte le marché des titres publics avec ses programmes d'émission des titres publics? Eh bien, il se porte mieux malgré l'affichage. On observe pas un engouement particulier de la part du public, mais des chiffres qui donnent justement à se satisfaire de ce qui est fait jusqu'ici. Écrit La Lettre de la Bourse, un autre hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, Médiaction qui parle de l'action justement au sein de la commune de Pété Banzoun dans la région de l'ouest du Cameroun. Médiaction qui parle justement de cette campagne organisée pour une campagne gratuite des soins oculaires à la mairie de Pété Banzoun. Des populations qui se sont faites consulter de façon gratuite. Initiative du maire Mapche Fotso Nikilov et d'autres arrondissements environnants qui ont profité de cette grande campagne dans la région de l'ouest du Cameroun, dans le département du Conquis en particulier. Le journal parle aussi de ce centre d'hémodialyse qui sera bientôt opérationnel dans la région de l'ouest du Cameroun, à Bafoussam particulièrement. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, qui a d'ailleurs effectué un déplacement le mois dernier pour s'assurer de l'avancement des travaux. On termine avec ce journal d'expression anglaise, Eden, en kiosque ce jour, qui parle à sa grande une de cette crise sécuritaire et sociopolitique dans le nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec la prise de parole du président de la Mémé Chiefs Conference, qui s'est exprimé il y a quelques jours. Il faut mettre un fin au cycle de violence observé, à la barbarie, aux tueries observées depuis un moment dans la région du sud-ouest et dans la région du nord-ouest également. Une sortie qui interpelle les fils du sud-ouest et du nord-ouest qui ont pris les armes, de les déposer et de rentrer dans la République. Une interpellation en quelques pages publiée intégralement par le journal Eden en kiosque ce jour. Également ses appréciations à Karim Khan de la promotion des droits de l'homme à procureur à la Cour pénale internationale. Karim Khan salué effectivement par le journal Eden, lui qui s'était impliqué grandement dans la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Alors on va passer à la page étrangère. Oui. Bon, c'est pas bien grave. Et puis on retient que les États-Unis comptabilisent plus de 500 000 morts de suite des Covid-19. Ils sont désormais le pays le plus touché en nombre de cas et en nombre de décès, suivi bien évidemment par le Brésil et le Mexique. Et hier encore, le ministre de la Santé publique, le docteur Malaouda Malachi, était l'invité de Canal 2 International. Il est revenu sur le relâchement auquel font face les populations face au Covid-19, et on est parti de 0,5 à 5% du taux d'occupation dans nos lits d'hôpitaux. Quelle est votre humeur là-dessus ce matin?
Écoutez, la situation est suffisamment grave. Je crois qu'il n'y a pas mieux que le ministre de la Santé. Vous l'avez dit, il était l'invité du journal télévisé du 19h50 de Canal 2 hier soir. Et il est suffisamment revenu sur ces questions. Vous venez de donner quelques chiffres à l'instant. Eh bien, ce sont des chiffres du ministre de la Santé publique qui font état de ce que la situation est suffisamment grave et qu'il faut absolument pousser dans le respect des mesures barrières, le respect des mesures barrières. Il a fait le constat de ce que l'incivisme ou alors l'irresponsabilité de certains citoyens aujourd'hui nous a poussé à la situation à laquelle on arrive à ce jour. Les chiffres continuent de grimper depuis quelque temps. On parle de plus de 23 personnes, 23 morts en l'espace de quelques mois seulement. Je crois que les chiffres sont quand même assez graves pour que l'on ne s'arrête pas un instant. Et il a une fois de plus interpellé, je le disais tout à l'heure, nous tous les citoyens camerounais à se vêtir de masques, à respecter les distanciations sociales. Il y a 13 mesures qui ont été édictées par le gouvernement pour barrer la voie à la propagation de ce virus. Et de ces 13 mesures jusqu'à ce jour, on a le sentiment qu'on a tout oublié, on a tout relégué au calendrier grec et on continue de vivre comme si le virus avait disparu, comme s'il n'y avait plus absolument rien. Eh bien, le ministre a rappelé hier qu'il est plus que temps, effectivement, de revenir au respect de ces mesures barrières. Le lavage des mains, par exemple, en entrant dans ce studio tout à l'heure, je me suis plié à cet exercice. Mon masque, il est jusque là, je l'ai déposé. Je crois que tout le reste doit faire ainsi. On doit s'y mettre absolument pour barrer la voie à la propagation de ce virus. Et tout à l'heure, vous l'avez vu dans la revue de presse, à Meganga, par exemple, le sous-préfet qui prend une mesure que moi je trouve salutaire, très salutaire. C'est-à-dire, on vous surprend sans un masque, défaut de port de masque, et puis vous êtes interpellé tout simplement, amené dans un commissariat. Je crois qu'à l'époque, il y avait des amendes qui étaient prévues à cet effet. Je ne me souviens plus très bien du montant, mais on a tout relâché. Je crois que cette mesure doit être répandue dans d'autres villes du Cameroun, notamment les métropoles de Douala et de Yaoundé, qui sont considérées comme des lieux où, comme des foyers, effectivement, de propagation de ce virus-là. Je crois qu'il faut passer à des mesures un peu plus répressives pour éviter, parce que la sensibilisation semble justement ne pas passer. Vous avez beau dire aux gens, portez un masque, respectez les distanciations, lavez-vous les mains. Écoutez, vous avez le sentiment que vous prêchez au désert. Je crois que si on passe à la répression et qu'on emploie des mesures un peu plus fortes, un peu plus dures, même si un peu plus sévères, on arrivera peut-être à un respect justement de ces mesures barrières. En regardant les chiffres qui inquiètent, effectivement, on doit pouvoir prendre conscience et se dire que la nouvelle vague dont on parle tant n'arrivera peut-être pas chez nous, mais il faut justement se mettre ensemble et respecter les mesures pour éviter que cette nouvelle vague ne nous frappe de plein fouet, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays. Certainement de cette prise de conscience, on va aussi saluer, c'est un début de solution, le fait que plusieurs pays de la CEMAC, pratiquement tous les pays de la CEMAC, aient donc validé, on va dire, l'entrée en vigueur, donc pas l'entrée en vigueur, plutôt l'entrée justement du vaccin anti-Covid-19 en Afrique. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé publique l'a également validé. Je crois que ce sera opérationnel ou... oui, il a précisé encore hier, justement, dans le journal de Canal 2, que pour le moment, le gouvernement avait pris des mesures pour se préparer à l'éventualité de l'arrivée d'un vaccin et que la situation épidémiologique actuelle n'imposait pas que l'on se mette immédiatement en ce moment au vaccin anti-Covid. Notamment, il a précisé entre les lignes, si nous respectons les mesures barrières, peut-être n'aurons-nous jamais besoin de vaccins sur place. Vous connaissez toute la réticence qu'il y a autour des vaccins, et quand vous avez des gens qui refusent de respecter les mesures barrières, vous vous demandez s'ils se soumettront au vaccin. Si jamais la situation arrive à un niveau, il faut absolument que nous nous fassions vacciner. Et il a précisé hier, effectivement, le gouvernement a pris des mesures dans ce sens, et vous l'avez suffisamment dit, Patricia, les ministres de santé de la CEMAC étaient réunis encore il y a quelques semaines à Yaoundé pour parler de cette question. Et effectivement, le vaccin, lui, il est adopté si jamais la situation
impose la vaccination, eh bien, on y arrivera. Des mesures ont été prises dans ce sens, le ministre l'a précisé hier, mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence au vaccin, à la vaccination dans notre pays. Je crois que c'est des précisions. Et puis le président français a appelé ça, il a qualifié ça de 2 poids 2 mesures. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici. Est-ce que ça traîne le pas justement parlant de l'Afrique? Et s'il fallait remettre un prix autour de nous, je pense que forcément on doit remettre un prix à monsieur Stéphane Binac, parce qu'il porte tout le temps son masque, peu importe, même s'il se retrouve dans une rue, il est tout seul avec son masque. Un bel exemple à suivre. Et puis on ne manquera pas aussi de saluer un des grands fidèles de l'émission qui vous apprécie énormément. Lui, c'est le lieutenant Aimé Raoul Picard qui nous regarde quelque part. Ah oui, un grand porteur de masque lui aussi. Aimé Raoul Picard, vous avez pensé à lui ce matin. Et, effectivement, lui aussi, respect des mesures barrières, c'est son credo pratiquement. Grand porteur de masque et toujours avec son gel hydroalcoolique. Oui, je pense à un des amis également, Philippe Ndi, qui lui aussi est l'une des personnes qui excelle dans ce sens. Vous avez cité Stéphane Binac tout à l'heure. Ils sont très nombreux qui, effectivement, n'ont jamais imaginé ou pensé que le Covid avait disparu et autres. Donc, respect à vous, mon lieutenant Aimé Raoul Picard, Philippe Ndi et tous les autres amis, effectivement, qui se battent tous les jours pour barrer la voie à la propagation. Ce qui fait c'est que si vous tenez compte du regard autour de vous, vous risquez d'enlever ce masque-là, j'étais pas tellement... pourtant, c'est vraiment... Parfois, vous avez des gens qui vous regardent comme un vampire, vous mettez votre masque et puis ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut là? Non, non, c'est vous vous protégez, en vous protégeant, vous protégez les autres. Naturellement. Tout est bien dit. Merci encore Michael Chipkio d'être passé par ici. Prochain rendez-vous, ce sera demain. Demain, naturellement, avec le même plaisir. Super. Et n'oubliez pas d'aller dans les kiosques pour vous abreuver à la bonne source. Ne vous arrêtez pas qu'à la titraille. Il y a pas mal d'informations à lire et à faire lire dans les parutions de ce jour. Nous allons donc prendre tout à l'heure... nous allons faire une immersion dans le temps puisque nous sommes le 24 février 2021. C'est fou, nous courons vers la fin, la fin du mois là. Ça passe tellement vite. Oui, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. On dit à nos téléspectateurs que la nuit aura beau être courte, mais on la trouve toujours trop longue parce qu'on est évidemment pressé à l'idée de vous retrouver pour partager avec vous les premières heures de la matinée. Et vous savez, tout commence le matin. Donc on va faire un clin d'œil particulier à nos annonceurs. Et juste après, chaque jour est une date historique. J'ai même pas vu votre clin d'œil.